Entre la police qui me recherchait, mon bailleur qui me mettait dehors et mon avocat qui ne m'était d'aucune utilité, j'avais dû passer par des moments extrêmement difficiles en cette fin d'année 2024. Tellement difficiles que j'ai failli me retrouver SDF. Heureusement pour moi, j'avais un ami qui était là, qui m'a soutenu, qui m'a accueilli chez lui. C'est aussi grâce à lui que j'ai dû traverser cette tempête. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous seriez très édifié. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner et de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En fin d'année 2024, comme tout temps, je passe par des moments extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles, pourquoi? Parce que cela faisait déjà quelques mois que mon bailleur, ici en Italie, me mettait la pression de libérer sa maison. Me mettait de la pression de libérer sa maison. Chose que je comprenais d'ailleurs. Chose que je comprenais, pourquoi? Je pense que c'était dû à une histoire de chauffage. Je vous explique. Quand je rentre chez lui, je loue sa maison, je loue une chambre et il fait le contrat. Au départ, nous tombons d'accord sur les clauses de la maison. Et il me dit, la maison, tout y est inclus. Le prix de la maison, tout y est inclus. Donc, chauffage, gaz, lumière, tout y est compris. Tout y est inclus. Nous tombons d'accord, nous signons le contrat et puis je rentre. Je rentre seulement que c'était en été. Donc, il n'y avait absolument aucun problème. Il n'y avait pas de problème de froid. On ne mettait pas de chauffage, donc tout allait super bien. Et quand l'hiver a commencé, notre véritable problème avait commencé. Le chauffage ne chauffait absolument pas du tout. Ne chauffait pas. Et en plus, quand le chauffage donnait, moi, j'étais quasi pas à la maison. J'étais quasi pas à la maison, pourquoi? Parce que son chauffage, déjà, les horaires ne correspondaient pas, moi, avec mes horaires. Il mettait le chauffage de 19h à 22h, si je ne me trompe pas. Et de 6h à 10h, un truc de ce genre. Donc, tout le temps, il fallait être en giboto à la maison. Tout le temps, il fallait être en blouson parce qu'il faisait absolument froid. Mais heureusement pour moi, j'avais ma stufa. Ma stufa qui avait failli me faire devenir sans domicile fixe. Je commence à utiliser ma stufa. Seulement qu'en utilisant ma stufa, s'il y avait un autre appareil branché ou si la plaque était allumée, le compteur sautait. C'est d'où était parti tout notre problème. En tout cas, je pense. Je pense. Et les premiers messages arrivaient. Il faut penser à libérer ma maison. Et en plein hiver, trouver la maison est un gros challenge ici en Italie. Est un gros challenge. Il faut libérer ma maison. Je ne supporte plus. Tu vas me griller mes appareils. Tu vas me griller mes appareils. Et en parlant de ces appareils, beaucoup vont se demander, mais comment est-ce que tu faisais pour te retrouver dans la même maison avec ton bailleur? En fait, mon bailleur avait acheté un appartement au dernier niveau, dont il vivait d'un côté et de l'autre côté, il l'avait mis en location. Donc du coup, nous habitions dans la même maison, entre guillemets. Il avait son côté, nous on avait notre côté. Et les premiers messages arrivent, il faut libérer ma maison, je te donne un préavis de 2 mois, tu libères. Et là, je commence à chercher la maison, rien. Je commence à chercher la maison, rien. Et plus le temps passait, il me mettait tellement une pression, mais je vous assure, une pression. Et je me lance dans la maison, dans la recherche de la maison. Tellement j'avais envie de trouver quelque chose, tellement j'avais envie de me libérer de ce poids. Je commence à chercher la maison sur les sites, sur Internet et tout. Je tombe sur une dame, sur Facebook d'ailleurs, l'annonce était sur Facebook. Et elle me dit, je trouve une belle maison, un monolocal déjà, une chambre, une cuisine, une douche, parfaite, bon prix. Et nous tombons d'accord. Seulement, je ne savais pas que j'étais sur le point de me faire attaquer.
Je ne savais pas que j'étais sur le point de me faire arnaquer. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me demande en fait, cette dame? Elle me dit, nous sommes tombés d'accord sur le prix. Et elle m'envoie son adresse mail que nous continuons à discuter par mail. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Je prends son adresse et je lui écris. Je lui envoie le premier message, je me présente et tout. Elle me répond naturellement, toute gentille. Et je lui demande, est-ce que c'est possible que nous fixions un rendez-vous pour pouvoir visiter la maison? Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, on le fera. Mais par contre, nous venons de déménager pour la Belgique. Et notre fille qui occupait notre maison a fait Erasmus. Donc, elle a voyagé elle aussi pour 1 an pour étudier. Mais ça ne sera pas un problème. Même après 1 an, je pense qu'elle va travailler et tout. Je vous épargne de tout ça. Je lui dis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut donc? Est-ce que vous deviez voyager? Qu'est-ce qu'il faut? Et elle me dit qu'elle a parlé avec son mari et que son mari n'est pas d'accord pour qu'il prenne la route sans être sûr que je veux vraiment prendre la maison, que je suis vraiment intéressé par la maison. Je lui dis, mais je suis intéressé par la maison, sinon je ne vous aurais pas écrit, je ne vous aurais pas contacté. J'ai envie qu'on visite et je vais la prendre votre maison. Venez, on visite, on finit de faire la visite. Je vous donne tout ce qu'il faut. Elle me dit non, son mari avait eu un coup pareil et qu'il était venu, ils avaient pris l'avion, dépensé pour venir en Italie. Au final, la personne n'avait pas pris la maison. Je lui dis, moi, il n'y a aucun souci, je prendrai la maison. Vous avez ma parole, je prendrai la maison. Surtout que j'étais dans le besoin en ce moment. J'étais extrêmement dans le besoin. Et elle me dit non, nous parlons du prix de la maison déjà. Et elle me dit, pour rentrer dans notre maison, il faut que tu nous donnes 2 mois de caution et 1 mois de loyer. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Faisons juste le rendez-vous. Je visite la maison, je vous verse ce dont vous avez besoin. Et elle me dit, pour quel voyage? Il faudrait que je les envoie les 2 mois de caution avant pour que ce soit une garantie et une certitude que j'ai vraiment envie de prendre la maison. Je m'assois et je me dis, mais moi, je vous ai déjà fait comprendre que j'ai envie. Moi, je vous ai déjà fait comprendre que je veux bien prendre la maison. Pourquoi est-ce que je vais vous envoyer de l'argent? On ne s'est jamais rencontrés. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. On vient de se faire des échanges sur Facebook. Sur quelle base, sur quelle confiance est-ce que moi, je dois partir jusqu'à aller vous verser de l'argent sans jamais vous rencontrer? Et elle me dit, si c'est ça, et elle me dit, c'est ça ou rien. Soit tu nous verses de l'argent, soit tu laisses. Vu que j'étais dans le besoin, ça faisait déjà peut-être 4 mois que mon bailleur me mettait la pression et là, il voulait absolument que je libère sa maison. Qu'est-ce que j'ai dit à la dame? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, j'ai envie de prendre votre maison. Vu qu'on ne se connaît pas, je ne peux pas vous envoyer les 2 mois de caution. Je vous enverrai 1 mois de caution. On se voit, on fixe le rendez-vous, on se voit et ce jour-là, je viens avec tout le reste. Je vous donne tout le reste. Et elle me dit, d'accord. J'en parle à mon mari et je te reviens. Je lui dis, il n'y a pas de souci, je suis là, j'attends. Et entre-temps, mon bailleur me mettait tellement la pression qu'il y avait un de ses amis, si je ne me trompe pas, qui avait acheté la maison dans cette ville. Je vous assure, il m'avait demandé, va, je t'envoie chez ce gars. Tellement il avait envie de me mettre dehors, qu'il me dit, je t'envoie chez ce gars, il a acheté une maison et il est en train de mettre en location. Je me dis là, ça dépasse juste le niveau de la stouff en fait. Ça dépasse, cette pression qu'à la dernière minute, il me mettait, je n'arrivais juste pas à comprendre. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est sa maison. Et déjà qu'il m'avait déjà permis les clauses du contrat disaient qu'il y avait 2 mois de préavis, puis tu libérais sa maison et j'avais déjà dépassé ces 2 mois. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et je cause avec son ami qui allait devenir mon bailleur. Et on parle. Le gars me fixe tellement de conditions. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ces gens-ci sont en train de me prendre pour un collier. Ils sont en train de me prendre pour un fou de dernière classe. Moi, j'ai jamais eu d'ailleurs avec ton ami. Pourquoi tu me sors des conditions aussi bizarres? Et il me dit à la fin, c'est mieux de louer à quelqu'un d'autre que de louer à un Camerounais. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, fais-le. Moi, j'ai pas de problème. Mais étant dans des problèmes, bien sûr, l'orgueil de l'homme, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, fais-le. Et puis, nous, on avait arrêté de causer là.
On avait arrêté de causer. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je suis dans le besoin. C'est pas parce que je suis dans le besoin que je vais tout prendre, que je vais accepter le mépris. En fait, c'était un mépris. Même s'il y avait du mal à dire de moi, enfin, même s'il y avait du mal à dire de moi par mon bailleur, je ne pense pas qu'il devait être aussi enfin, aussi dur. Parce que je me suis dit jusqu'à preuve du contraire, j'avais jamais maltraité sa maison, j'avais jamais fait quoi que ce soit de mal, et j'avais jamais aussi eu d'aéré. Moi, je payais, c'est juste le problème de chauffage, et c'était en hiver. On avait ce problème. Moi, je lui avais dit, je ne peux pas tout te payer, je ne peux pas tout te payer. C'est toi qui as fait les clauses, c'est toi qui as dit, tout est conclu. Et moi, je reste dans le froid. Non, j'ai besoin d'être au chaud quand je rentre. Je suis chez moi. Je ne dois pas rentrer me couvrir à chaque moment. Enfin. Et de là, cette pression continuait, cette pression augmentait. Et je parlais avec cette dame. Je parlais avec cette dame, elle me revient et elle me dit, son mari a dit non. Que bon, son mari a refusé un mois de caution. Il faut que j'augmente le deuxième mois pour qu'il vienne. Moi, je leur ai dit, madame, on n'a plus rien à se dire. Remboursez-moi juste mes un mois de caution. Non, ce n'est pas là plus. Chacun fait sa route. Je n'ai plus envie de traiter avec vous. Remboursez-moi et chacun fait sa route. Et là, elle rentre dans un circuit de supplication. Je me dis, mais vous avez votre maison, j'ai mon argent, pourquoi me supplier pour faire l'échange? En fait, je commençais à réaliser ce que je ne voulais pas accepter au départ, que je venais de me faire avoir. Que je venais de me faire avoir. Et je lui dis, madame, je vous ai dit, je ne vous augmenterai rien. Soit on fait le rendez-vous, l'appuntamento, et je vous amène tout sur place. Soit vous me remboursez mon argent et non, ce n'est pas la pub. Et même avant ça, je m'étais de dire ceci. Avant de lui renvoyer de l'argent, je lui ai dit, madame, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce que vous pouvez m'envoyer qui pourra être une garantie? Envoyez-moi au moins votre carte d'identité. Si vous ne venez pas, si vous n'aurez pas au rendez-vous, vu que je vous ai envoyé mon argent, je saurai au moins comment me diriger, je saurai aller vers la justice, m'expliquer en montrant moi sur une carte d'identité. Et je vous rappelle aussi qu'en ce moment, j'avais un avocat, l'un des plus nuls que j'ai rencontré de ma vie. Il bouffait mon argent, il faisait absolument rien pour moi. Je vous expliquerai. Et elle m'envoie sa carte d'identité. Et je lui dis, ok, envoyez-moi les coordonnées bancaires sur lesquelles je vais vous faire le transfert. À partir d'ici, j'aurais dû comprendre que tout ça n'était que arnaque. Que tout ceci n'était que pure arnaque. Pourquoi? Parce que les coordonnées bancaires qu'elle m'envoie, c'était au nom de quelqu'un d'autre. Au nom de quelqu'un d'autre. Et c'était la Banque de l'Italie. Je lui avais même écrit, je lui ai dit, madame, pourquoi les coordonnées ne correspondent pas avec votre nom que vous m'avez envoyé sur la carte d'identité? Elle m'a dit ceci, c'est celle qui gère la maison. Je lui ai dit, mais si vous avez quelqu'un qui gère la maison en Italie, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Mettez-moi juste en contact avec la personne qui gère la maison en Italie. On fait la visite. Je verse tout l'argent. Elle me dit non, il faut envoyer l'argent là-bas. Nous, on viendra te faire visiter la maison. Je dis et je répète, j'aurais dû comprendre dès ici, que j'aurais dû comprendre dès lors que c'était du vol. Qu'elle voulait tout simplement me arnaquer. Avec toute la pression et tout, je lui avais quand même envoyé de l'argent. Et après ça, la dame me dit son mari n'est pas d'accord comme je le disais. Je lui dis, vous me remboursez, c'est tout. Vous me remboursez. On ne traite plus rien, remboursez-moi. Et elle a essayé de me convaincre, de me supplier d'envoyer encore 200 euros. Je lui ai dit non, je ne vous enverrai plus rien. Plus rien. Venez, soit vous me fixez le rendez-vous, soit vous me remboursez mon argent. Et de là était partie, elle me fait attendre. Je lui ai écrit 2 jours, elle me répond, il faut patienter. C'est là qui vous avez envoyé de l'argent, va vous renvoyer. Je lui avais déjà envoyé mes coordonnées bancaires. 1 semaine passe, 2 semaines. 2 semaines et demie, elle ne me répond même plus. Donc je comprends que je me suis fait avoir. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me dirige naturellement vers mon avocat. Je lui en parle. Je lui en parle
Et il me dit, tu t'es fait avoir, tu devras oublier cet argent parce que je ne pense plus que tu l'auras. Il faut l'oublier, mais si tu as envie de porter plainte, vas-y, porte plainte. Je me dis, mais celui-ci que je paye, est-ce qu'il est avec moi? Est-ce qu'il travaille pour moi? Est-ce qu'il travaille contre moi? Je dis, ok, je me suis levé tout seul, je suis allé porter plainte. Et là commençait un autre problème. Vu que 2 semaines et demie étaient passées, il me restait peut-être une semaine pour libérer la maison. Non, 2 semaines pour... Une semaine et demie pour libérer la maison de mon ex-bailleur. Je contacte mon ami, je lui explique. Je lui explique ma situation. Et là, nous sommes en décembre. Il fallait absolument libérer sa maison en fin décembre. Je lui explique. Et il me dit, il n'y a pas de souci. Même s'il y a quoi, déjà nous sommes en Italie ensemble. Viens vivre avec moi. Porte tes choses, viens. Puis quand tu vas trouver la maison, prends tout le temps qu'il te faut, cherche ta maison calmement. Quand tu trouveras la maison, tu iras chez toi. Je lui ai dit, ok, merci déjà. Et c'est comme ça que je commence à déménager chez lui. Je porte mes choses, je m'en vais, je dépose chez lui. Je dormais déjà chez lui et les week-ends, je retournais sur mon ex-bailleur. Et ceci dit, je porte ma plainte. Je porte ma plainte peut-être au bout de 2 semaines, comme j'étais passé chez mon avocat. La police commence à m'appeler. Je suis au travail, les appelle. Comme si on me harcelait. C'était un point où je les avais bloqués. Je les avais bloqués. La police m'appelle, il faut passer. Il faut passer suivre la plainte, il faut passer faire des modifications, il faut passer. Je me dis, mais dans quoi est-ce que je me suis mis? Est-ce que j'aurais dû porter plainte? Et j'avais un autre dossier que j'avais lancé, mais par contre avec mon avocat. Et je ne sais pas si ce monsieur avait suivi mon dossier même une fois de sa vie. Je ne sais pas s'il avait suivi mon dossier, ne serait-ce qu'un seul instant. Et je lance cette procédure avec lui. Je me dis, ok, au moins j'ai pris un avocat, je paye, je peux dormir tranquille. Mais c'était l'erreur. C'était vraiment l'erreur. J'aurais dû suivre mon dossier moi-même. Et je commence à regarder comment le dossier évolue et tout. Je vois que ça ne progresse pas. Le stress commence. Et la police qui me mettait la pression, qui m'appelait qu'il fallait passer. Et avec mon emploi de temps, je n'arrivais pas à me libérer. J'étais tellement stressé en ce moment. Je m'assois un jour comme ça chez mon ami, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Lui-même, il voyait que je n'allais pas bien. Mais vous savez, les gens sont faits de manière différente. Moi, quand je suis stressé, j'ai l'impression d'étouffer, que les problèmes de la vie sont en train de m'enfoncer. J'opte toujours pour le silence. Donc, du coup, quand il me voyait traverser tout ça, il me demandait, mais qu'est-ce qu'il y a? Je disais rien. Il n'y a rien. J'arrivais à la maison, mon téléphone était tout le temps en train de sonner. La police, la police. Il me dit, il y a quoi? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Je lui dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je dormais sans dormir. Vous voyez cette instabilité. J'avais l'impression que tout était en train de s'écrouler autour de moi. Mais il fallait continuer à sortir le matin, aller travailler, chercher la maison, être en contact avec mon avocat, qui ne foutait absolument rien. Et un soir, comme ça, je rentre, je suis fatigué d'attendre. Je me lève moi-même, je m'en vais suivre mon dossier. Et ils me font comprendre que mon dossier a été rejeté depuis et que mon avocat a été informé. Je me dis, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle histoire? Mon dossier est rejeté. Mon avocat a été informé. Il ne prend même pas de la peine de m'appeler et me dire, comme tu vois, ton dossier a été rejeté. Il faudrait que tu trouves une autre stratégie. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je paye ce monsieur? J'étais en train de devenir fou. J'appelle ma tante, je lui explique. Je lui dis, mais j'ai pris un avocat. J'ai payé. Et en plus, j'avais payé d'un coup. Il avait donné son prix. Je lui ai dit, ok, je voulais. Vous voyez, quand vous traversez ce moment, vous avez envie de vous libérer, de porter votre charge, donner à quelqu'un d'autre et vous dire, bon, comme j'étais payé, occupe-toi de ça, ça va. C'est un peu ce que j'avais fait, me débarrasser de ça. Je lui ai dit, mais je viens de payer, j'ai payé un avocat pour suivre mon dossier. Mon dossier était rejeté. Et lui, il ne donne même pas de m'appeler, m'informer. Elle-même, elle était dépassée. Elle était dépassée. Je lui ai dit, mais si j'arrive ce jeune monsieur, je peux casser son bureau. Elle me dit, non, il ne faut pas faire ça. Prends le temps, vas-y. Appelle-le, tu lui demandes ce qui se passe.
J'appelle le bon monsieur, il me dit, non, ton dossier a été rejeté. Il demande de faire appel devant le tribunal, mais moi, je ne peux pas faire appel devant le tribunal. Je dis, mais qui garde ce mystère dit, tiens, je te paye. Je te paye, tu ne peux pas faire appel comment? Il me dit, je ne peux pas faire appel. Là-bas, c'est loin, ce n'est plus à mon niveau. Je me dis, mais tu as fréquenté pour faire ce que tu es en train de faire, ou bien tu veux juste me voir souffrir, ou tu voulais juste de l'argent. Je n'avais rien compris. Je me dis, ok, s'il dit qu'il ne fait pas appel, je ne pense pas que je pourrais le faire par moi-même. Je dis, bon, ça va, je dois chercher une autre. Et je me dis, bon, ok, ça va, je dois trouver une autre solution. Je dois trouver une autre solution. Mais ce dossier rejeté était tellement grave que je me disais, trouver même une autre solution, je ne pense pas que j'y arriverai. Je vous expliquerai plus en détail, beaucoup plus tard, et dans une vidéo dédiée uniquement à cela. Et je pense qu'en faisant une vidéo propre à cela, ça va aider beaucoup de mes jeunes frères qui vont arriver, de ne pas tomber dans les mêmes problèmes, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'avais faites pour me retrouver dans cette situation-là. Et avec toute la pression, et cette dame qui ne me répondait plus et tout, et j'avais porté ma plainte, un samedi, vu que j'avais bloqué la police, j'avais bloqué leurs 2 numéros avec lesquels il m'a harcelé, je les avais bloqués, enfin, il m'appelait, je les avais bloqués. Je rentre, je trouve dans ma boîte à lettres, monsieur, vous êtes convoqué à la police, obligé de vous présenter. En cas d'absence, nous allons porter plainte contre vous et on se retrouvera au tribunal. Je me dis, Seigneur, est-ce que j'avais bien fait de porter plainte? Je n'arrive même pas à dormir. Je n'arrive même pas à me libérer pour suivre ma plainte. Me voilà, avec tout, je me dis, merde. Avec tout ce que je traversais, je me dis, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Et de là, j'avais pris peur. J'avais pris peur parce que j'avais déjà un dossier qui avait été rejeté. Et en voyant ceci, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Est-ce que ces gens-ci ne sont pas en train de vouloir me tendre un piège, en train de vouloir... Enfin, je commençais à penser même à ce que je n'avais pas fait, à penser aux crimes que je n'avais même pas commis. Donc, tellement j'étais au bas que je me disais, non, c'était moi le problème. J'avais dû peut-être faire l'erreur quelque part, on est en train de vouloir me piéger. J'appelle mon ami, je ne lui explique pas ce qui se passe. Je ne lui explique pas mes peurs. Je ne lui explique pas mes peurs. Je l'appelle, je lui dis, la police vient de... Parce que je lui avais expliqué, comme on m'avait escroqué, je lui avais tout expliqué, je lui avais dit que j'avais porté plainte. Je lui ai dit, vu que je ne suis pas le dossier, ça fait un moment, la police vient de m'envoyer cette lettre. S'il te plaît, viens, tu m'accompagnes, on part ensemble. En faisant ça, je me disais que si j'arrivais, on m'arrêtait, si jamais on m'arrêtait, au moins lui pouvait contacter ma famille pour leur dire que voilà, il y a eu ci, nous sommes partis et puis on l'a arrêté. On arrive, je transpire, mais je fais mine de ne rien ressentir. Je ne laisse rien paraître en fait. Je ne laisse rien paraître. J'arrive, je me présente et ils me disent, je me présente 2 fois parce que c'était une dame qui traitait le dossier et c'était elle que je devais voir en fait. J'arrive. On me dit qu'elle n'est pas là, qu'elle travaille le soir. Je rentre. On revient le soir ensemble. Et on arrive, elle est là. Elle a déjà un autre client, un autre citoyen dont elle était en train de suivre le dossier. Et elle me dit, va en salle d'attente, puis après je t'appelle. Je vous assure, on n'avait même pas fait peut-être 30 minutes, mais j'avais l'impression que ça durait une éternité. Et quand mon tour arrivait, quand elle m'avait appelé, je marchais donc, chaque pas devenait lourd. J'arrive, je m'assois, elle ouvre mon dossier, elle me dit, tu m'as bloqué. Je la regarde, je lui dis non. Vous savez, cette envie un peu de se justifier, même quand on sait qu'on a tort, ce dont elle est en train de nous dire, c'est vrai. Genre, je lui dis non. Je ne vous ai... Elle me dit non, 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 vous m'avez bloqué. Je vous ai appelé 2 fois, vous m'avez bloqué. Vous m'avez bloqué sur mon numéro personnel. Vous m'avez bloqué sur le numéro de la police. Et ça, vous ne deviez pas le faire. Même si la police vous appelle à minuit, vous devez décrocher. Vous n'avez pas bloqué la police.
Et puis après, je vois son visage commence un peu à s'illuminer en fait. Le sourire qui apparaissait, je me dis, je dois être tranquille. Il n'y a rien de grave. Mais entre-temps, mon ami était resté dans la salle d'attente, dans la salle d'accueil. Donc, il ne savait pas ce qui se passait. Et elle me dit, vous avez porté plainte et nous sommes en train de faire des enquêtes. Vous avez raison, nous sommes en train de nous rendre compte que vous avez raison. C'est une nana qu'on a mis sur pied. C'est juste que le numéro de Liban ne correspondait pas. Donc, on n'arrivait pas à trouver le nom lié à quand on mettait Liban dans notre base de données, ce n'est pas le même nom qui ressortait. On t'appelait juste pour savoir si nous, on avait fait l'erreur en prenant Liban et tout. Je lui redonne Liban, je lui donne tout. Effectivement, on avait fait l'erreur en prenant Liban. Elle reprend Liban et elle me dit, si on vous appelle, il faut vous présenter. Je lui ai dit, madame, finalement, j'ai trouvé la maison. Donc, je vais déménager. Elle me dit, c'est bien, mais si on vous appelle, vous devez vous présenter. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et entre-temps, je commençais à être financièrement touché. Avec l'avocat que j'avais payé, toutes les procédures qu'il fallait payer ci, payer ça, je commençais à être financièrement touché. Je commençais à être financièrement touché. Et même pas peut-être au bout de 5 jours que au bout en moins peut-être 5 jours de la fin d'année 2024, je tombe sur une annonce. Je contacte le monsieur. Je contacte le monsieur. Et il me dit bien évidemment qu'il a une maison qu'il est en train de louer. Je dis, je suis intéressé par votre maison. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me donne le prix de la maison. Je lui dis, ok. Il me donne le prix. Et il me dit, comme la dame, 2 mois de caution, 1 mois de loyer. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je n'avais plus les 2 mois de caution. Je n'avais que 1 mois et 1 mois de loyer. Et même là, je n'avais même pas ces 1 mois de loyer. J'étais rentré, j'avais expliqué à mon ami, je lui ai dit, bon, j'ai pu trouver la maison. Le monsieur me demande 2 mois de caution, 1 mois de loyer. Mais moi, je n'ai que 1 mois de caution. Et il me dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va se battre. Déjà, tu as la maison. Trouver la maison est difficile. On va se battre. On va payer. Plus tu vas rembourser après. Je lui dis, ok. Il me dit, moi, je peux t'aider avec 1 mois de caution. Et on va parler aux autres amis. Ils vont trouver les 1 mois de loyer. Je lui ai dit, non, 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 non. On ne parle à personne. Tu me donnes juste ce que tu as. Les 1 mois de caution avec, les 1 mois de caution avec lequel tu peux m'aider. Je vais prendre cet argent et puis je vais parler au monsieur. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je rappelle le monsieur. Je lui dis, ok, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour visiter la maison? Pour visiter la maison et si possible, de tout fixer. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me dis, je ne dois pas lui dire au téléphone que je n'ai passé 2 mois de loyer et que je n'ai passé 2 mois de caution et 1 mois de loyer. Je vais le lui dire en face, une fois que j'ai visité la maison, parce que je connais, c'est un Italien. Tu lui dis au téléphone que tu as juste 1 mois de caution et 1 mois de loyer, il ne va même plus te répondre. Donc, je prends ma voiture, j'arrive dans la ville et on se voit. Quand on se voit, on visite la maison, belle maison, grande, bien, au centre-ville. Je me dis, ok, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je cherche. Maintenant, dans les discussions, je lui dis, monsieur, j'ai juste une faveur à vous demander. Actuellement, je traverse un peu des moments difficiles. Ce que je vous propose, c'est, je vous donne 1 mois de caution, 1 mois de loyer, mais par contre, pas plus tard que le 15, je vous envoie le 2e mois de caution. Et le monsieur me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'avait même pas discuté. Il avait juste dit, ok, pas de souci. Tu vas rentrer, envoie-moi de l'argent, tu rentres, et puis le 15, tu m'envoies le reste. Je me suis dit, oh Seigneur. Et là, la joie qui était dans mon cœur. La joie qui était dans mon cœur. Et je suis rentré, j'ai fait comme il avait dit, 1 mois de caution, 1 mois de loyer. Et je suis rentré dans cette maison le 31 décembre. Le 31 décembre. Quand je suis arrivé, je me suis couché, j'ai dit oui. Un cap encore de traverser. Et puis, il fallait encore suivre mon dossier que je n'arrivais plus d'ailleurs à suivre. Je ne sais pas à quel niveau se trouve mon dossier.
Mais ce que je sais, c'est que je dois prendre le temps, trouver le temps de retourner et de voir comment ça évolue. De voir comment ça évolue. Parce que tôt ou tard, ça va me retomber dessus. Ça, je suis pleinement conscient. Et je profite de ce message, de tout ce que je vous ai expliqué pour vous dire quoi. C'est tout simplement pour vous dire que dans cette vie, on peut passer par des moments extrêmement difficiles. Par des moments où on se dit, mais mon monde est en train de s'écrouler. Mais continuez de travailler, continuez d'aller vers son objectif, continuez de garder sa même vision et vous verrez que tôt ou tard, tout finira par passer. J'aime toujours me dire à chaque fois que je passe par des moments difficiles, rien n'est éternel. Il ne faut juste pas rester les bras croisés en attendant que le mauvais vent passe. En attendant que le mauvais vent passe, cherche à trouver des solutions à tes problèmes. C'est tout. C'est tout. Tu peux ne pas les avoir sur le champ, mais tôt ou tard, tu les auras. Et l'importance aussi d'être bien entouré. Je le dis et je le dirai toujours, l'importance c'est d'être bien entouré. Vous voyez, si mon ami Philippe n'était pas là en ce moment, qu'est-ce que je serais devenu? Peut-être j'aurais été dans la rue. Ça, on ne le saura jamais. Donc, à travers cette vidéo, j'aimerais aussi lui dire merci. J'aimerais aussi lui dire merci. Et surtout, pour ceux qui sont déjà à l'extérieur, vous savez combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Donc, ne vous laissez surtout pas abattre par des moments difficiles. Parce qu'ici, ça ne donne pas... parce qu'ici, c'est pas de la blague. Une fois que tu te laisses endormir juste un seul instant, ça te frappe et ça te paye cash. Ça te paye cash. Chacun doit être capable de se battre pour se sortir des moments difficiles. Même quand tu es sous terre, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Les problèmes arrivent. Si on ne traverse pas des moments difficiles, déjà, on ne va pas devenir grand. Si on ne traverse pas de moments difficiles, on ne va jamais apprendre. Si on ne traverse pas de moments difficiles, notre histoire ne sera pas grande. On traverse tous ces moments-là pour en tirer des leçons, pour être capable aussi de conseiller les plus jeunes, pour être aussi capable de conseiller les plus jeunes, pour être capable non seulement d'éduquer ses propres enfants, et de ne plus répéter les mêmes erreurs dans l'avenir. C'est tout simplement ça. Les moments difficiles font de nous des hommes grands. Des moments difficiles font de nous des hommes grands. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, ayant bien suivi mon dossier, ma plainte, je vous dirai comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il en est. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet aussi de faire évoluer la chaîne. Merci et passez une bonne journée.